commencer les réjouissances. Introduction au réchauffement climatique. Et on est parti. Ce papier date de l'année dernière, dans mai à peu près. On peut fermer toutes les lumières que vous voulez, il n'y a aucun problème. Voilà, ambiance. Voilà, pardon. C'est pas la peine de mettre une ambiance morbide. Voilà. Ceci est une annonce, fait suite à l'annonce de leader suprême, et c'est la pire nouvelle qu'on ait faite aujourd'hui. Aujourd'hui, la France a tellement décidé de ne rien faire sur le climat qu'elle a décidé de s'adapter à un plan auquel on ne peut pas s'adapter. D'accord ? Donc, il est impossible de s'adapter à plus 4 degrés. On n'y arrivera pas. C'est littéralement impossible. L'aveuglement actuel est gravissime. D'accord ? Et donc, globalement, que la France aujourd'hui décide de mettre des pépettes dans l'adaptation à 4 degrés plutôt que de limiter le réchauffement à 2 est extrêmement grave. On en met 10 fois plus par ailleurs, voilà, juste pour information. On va mettre un facteur entre un facteur 10 et 80 d'argent pour limiter les effets d'un réchauffement, enfin pour s'adapter au réchauffement climatique que pour le limiter. D'accord ? Ça coûte beaucoup plus cher à long terme. Voilà. Je vous laisse apprécier cette petite citation que j'aime beaucoup. Voilà. Et maintenant, on est parti. Bien. On est d'accord, on est dans le ton ? C'est parti. Oui. Moi, j'ai pas bien compris la deuxième partie. Eh bien, nous sommes les seuls à avoir sciemment condamné la majeure partie de sa population pour sauver quelques-uns. Qu'est-ce qu'on a fait pour les... Ah bah pas encore, mais t'inquiète pas, dans 30 ans, ce sera le cas. Voilà. Oui. C'est qui les quelques-uns? Les quelques-uns, c'est les riches. Mais c'est nous aussi, par ailleurs, au passage, hein, quand même. Les 10% les plus riches de la population, on en fait partie, quand même. À plein d'égard. Voilà, alors effectivement, on va voir ça. Alors, on va revenir sur des choses un peu moins déprimantes, mais surtout, je vais essayer de vous faire comprendre où est le problème, et on va essayer de mettre un peu des nombres là-dedans pour que vous compreniez les choses, et vous allez faire les calculs vous-même avec moi. Comme ça nous permettra d'avoir 2-3 perspectives sur ce qu'il faut faire. Donc on va commencer, c'est la première partie, c'est cette première heure sur la physique du problème et comment tout ceci fonctionne. Nous vivons sur une planète qui ne possède qu'une seule source d'énergie, d'accord, qui est le Soleil, qui a encore pour à peu près 2,5 milliards d'années à vivre. Donc de ce point de vue-là, on est relativement peinard, d'accord, et grosso modo, son activité ne changera pas de façon drastique, en tout cas, durant cette période. Donc la Terre possède une atmosphère qui est remplie de flotte à plein égard, mais surtout de dioxygène et de diazote qui n'ont rien à voir avec le problème actuel. D'accord ? En gros, la planète Terre reçoit ce qu'on appelle une puissance radiative de 340 watts par mètre carré à peu de choses près, d'accord, en moyenne. Et vous en avez un petit tiers, pardon, qui est grosso modo réfléchi par la couche nuageuse et la troposphère, donc grosso modo qui ne nous intéresse pas vraiment. Vous en avez une partie, à peu près un cinquième, qui est absorbée par l'atmosphère directement, d'accord, voilà. Et vous en avez, si vous constatez, vous l'avez ici, je ne sais pas où est mon curseur, il est là, vous le voyez, qui est là. Vous avez à peu près une grosse moitié qui arrive en fait dans la zone qui concerne le climat. Donc en fait, le climat, c'est tout ce qui se passe sous la troposphère. Donc c'est grosso modo les 4-5 premiers kilomètres d'atmosphère. Le reste, on s'en fout un peu. C'est pas que ça n'a pas d'impact sur le sujet, mais c'est beaucoup plus lent comme effet. Et ensuite, avec absorption, vous avez en fait 160 watts par mètre carré qui arrivent sur la surface terrestre. D'accord ? Alors un truc qu'il faut que vous compreniez bien, c'est que grosso modo, l'intégralité de la météo, et le cumul ensuite de la météorologie qu'on appelle le climat, c'est tout simplement la façon dont le sol va se chauffer et surtout dont les océans vont se chauffer. Le cycle de l'eau, c'est pas très compliqué, vous chauffez des océans, ils s'évaporent, la vapeur d'eau se déplace dans une zone plus froide, fait tomber de la flotte, retombe dans l'océan, et puis c'est terminé, au revoir, on recommence. D'accord ? La météo, c'est pas dur. C'est pas facile à prévoir, mais c'est pas dur à comprendre. Donc, une fois que le rayonnement est absorbé par le sol, vous avez une partie assez faible, ici, qui est directement réfléchie par le sol, ce qu'on appelle l'albédo. En moyenne, ça se passe surtout au pôle, d'accord, globalement. Et vous avez ensuite le mécanisme de refroidissement terrestre. Donc, la Terre se refroidit par un seul mécanisme, qui est de l'émission infrarouge. Donc en gros, la Terre absorbe du visible, globalement, et de l'infrarouge de la part du Soleil, et réémet dans l'infrarouge, à l'instar de n'importe quel objet qui a une température similaire à la vôtre. Vous émettez dans l'infrarouge, tout le monde émet n'importe quel objet de cette pièce émet dans l'infrarouge. D'accord ? Cet infrarouge n'a pas du tout la même capacité à traverser l'atmosphère que le visible. D'accord ? Donc grosso modo, l'atmosphère et en particulier la vapeur d'eau, donc toute la couche nuageuse, est extrêmement opaque aux infrarouges. D'accord ?
Donc ça signifie qu'en fait, une grosse partie des infrarouges qui sont réémis par le sol, en l'occurrence 398 watts ici, sont majoritairement redescendus sur le sol. Ça a un effet extrêmement bénéfique. Ce truc-là, spontanément, s'appelle l'effet de serre, d'accord? Et c'est la raison pour laquelle nous vivons sur une planète habitable. Sans effet de serre, la température moyenne à peu près, c'est de l'ordre de moins 15 degrés, d'accord? Donc en gros, l'effet de serre est un effet qui existe déjà, d'accord? C'est un truc qui fait que, grosso modo, on a de l'eau liquide et qu'on a un cycle de l'eau et que, globalement, on peut vivre en tant qu'espèce, d'accord? Donc, vous avez par ailleurs une autre émission infrarouge qui est celle des nuages, d'accord? Qui se passe donc au-dessus de nous, d'accord? Ici, celle-là, d'accord? Et vous avez en fait une toute petite partie ici, qu'on appelle la fenêtre atmosphérique, qui est la proportion d'infrarouge qui arrive à passer du sol jusqu'à l'espace. C'est cette proportion-là qui est en fait responsable de la température d'équilibre entre ce qui arrive et ce qui repart. D'accord? Sinon, tout le reste à l'intérieur et on ne peut pas y faire grand-chose. Okay? Donc, une des premières conséquences à comprendre ça, c'est qu'en fait, ce sur quoi on est en train de jouer dans la fenêtre atmosphérique, c'est absolument pas ça, c'est absolument pas ça, c'est ça. Pardon, excusez-moi, j'ai pas la bonne fenêtre, vous avez vu le curseur? Il est là-bas. C'est ce truc-là. On est d'accord? Donc en gros, des petites variations. Et donc le fait qu'aujourd'hui on soit pas à moins 15, mais à grosso modo plus 10 en température moyenne mondiale, c'est à cause de ce petit truc-là. Ça a une conséquence qui est très difficile à comprendre, c'est que des petites variations des gaz à effet de serre dans l'atmosphère vont avoir des conséquences notables sur la température d'équilibre. Notable, alors il faut faire attention, c'est une température en Kelvin, et donc grosso modo, oui c'est bizarre que le curseur ait tendance à se barrer, je sais pas pourquoi vous ne voyez pas à chaque fois. Hop. C'est étonnant ça quand même, ah bah il est là. Il est revenu. Donc ça vous montre, et je vais en profiter pour débunker un certain nombre d'arguments climato-sceptiques, d'accord. Alors moi j'ai parlé de révisionnisme scientifique, hein. Maintenant moi je tire à balles réelles, j'en ai plus rien à foutre, d'accord. Donc grosso modo, il n'y a pas d'excuse, le révisionnisme scientifique c'est un nom, ça s'appelle comme ça, d'accord. Les gens qui font semblant de ne pas comprendre, ils sont cons comme des briques, et s'ils sont cons comme des briques, il faut le dire. Voilà, à un moment donné, c'est comme ça que ça se passe. Donc, l'idée, ça vous raconte que des petites variations de concentration dans l'atmosphère des gaz à effet de serre, d'accord, vont avoir un impact qui va se mesurer. Alors qu'il va se mesurer en quelques degrés face à 273 Kelvin, 373 Kelvin, c'est pas énorme, d'accord, grosso modo, mais en fait, le véritable problème, c'est que le climat, lui, est extrêmement sensible à ce genre de bêtises, d'accord, et c'est ça qu'on va voir dans toute la suite. D'accord, je t'écoute. J'ai vu les flèches oranges, mais oui. Les 239 qui vient. C'est à la fois ce que les nuages rebalancent en émissions infrarouges et ce qui est rajouté par la fenêtre atmosphérique ici. Okay. Voilà, tu as les deux dans cette histoire. Voilà, d'accord. Dans la fenêtre atmosphérique, il y a juste 398. Moins 342, effectivement. Il y a juste ce tout petit bout-là. Donc tu peux faire le calcul, ça fait 56 dans ces histoires-là. D'accord. Donc il faut bien comprendre qu'il y a une grosse partie sur lesquelles on n'est pas responsable, mais qui ne nous concerne pas non plus d'un point de vue climatique à peu de choses près. C'est tout ce qui se passe dans la haute atmosphère. On est d'accord là-dessus? Voilà. Petite remarque, le Soleil a une tendance à varier sur un cycle de 11 ans qui est extrêmement bien connu, d'accord, qu'on n'observe absolument pas dans les courbes de variation de température aujourd'hui. D'accord, il n'existe aucune explication liée à l'activité solaire sur le réchauffement climatique, oui ou non, d'accord, ça ne marche pas. Donc, petite remarque, on va donc commencer à regarder un peu ce qui se passe. Ceci, et on sait faire ça très très bien, par plein de mesures différentes. Vous pouvez avoir la dendrochronologie, c'est-à-dire mesurer la taille des cercles des arbres. Vous pouvez avoir les carottes glaciaires. Vous pouvez avoir qui vous donnent des taux de concentration de la vapeur d'eau dans l'atmosphère. Vous avez un nombre absolument considérable de mesures qui sont recoupantes sur le sujet. Nous sommes capables d'estimer à peu près l'évolution de la température, là en l'occurrence sur les 2000 dernières années, mais on peut aller beaucoup plus loin, en particulier sur les 100 dernières milliers d'années. Ce qu'on constate, c'est que depuis 2000 ans à peu près, en partie dans l'histoire, en partie de la civilisation européenne, à peu de choses près, la température est restée remarquablement stable. Grosso modo, vous avez une fourchette de bruit, donc comme d'habitude, c'est des graphiques. Alors, je fais une parenthèse avant. Tous ces graphiques, à peu de choses près, proviennent du dernier rapport du GIEC. Le GIEC est un groupe intergouvernemental qui est une émanation de l'ONU, en fait, qui regroupe à peu près plusieurs dizaines de milliers de chercheurs, d'accord. C'est une contribution entre 50 000 et 100 000 personnes tous les 7 ans, qui traduit un rapport dans une cinquantaine de langues différentes, dont un résumé à destination des décideurs. D'accord ?
Tout homme politique aujourd'hui considérant que ceci n'existe pas ou qu'il n'est pas au courant est un débile. Profond, au minimum. D'accord? Donc je vais être extrêmement clair, et ça existe depuis 1993. D'accord? Donc ça veut dire que toute personne qui a exactement mon âge, comme notre leader suprême actuel par exemple, voilà, devra avoir eu connaissance de ça. Manifestement, il a autre chose à foutre. Donc, on constate que la température, à peu de choses près, est restée confinée dans une zone qui se chiffre en quelques dixièmes de degrés par rapport à la moyenne de 1900. Donc on prend toujours comme référence la moyenne pré-industrielle, à savoir 1820. Et ensuite, voilà. Donc on constate que l'ère industrielle est une ère où on a un tout petit peu baissé en température, c'est dans le bruit, d'accord, globalement, mais que globalement, dans toute l'histoire de l'Europe, à peu de choses près, on a des températures remarquablement stables. Ok. Vous avez, par contre, depuis 1800, le moitié du 19e siècle, un pic considérable, et aujourd'hui, nous sommes de façon avérée à une augmentation de 1 degré par rapport au 19e siècle. Ça, c'est fait, c'est plié, c'est non négociable. D'accord? On en est à 1,5, on l'a passé définitivement l'année dernière. Juste pour information, là, ça s'arrête à 2020. Mais en 4 ans, on a pris le demi-degré qui nous séparait du bordel. La route vers les 2 degrés est irrémédiable. D'accord? C'est pas possible. On reviendra pas en arrière. Si on commence à essayer de comprendre d'où ça vient, on a bien sûr la physique du problème, elle n'est pas extrêmement compliquée en fait cette histoire, et on fait un truc qui est la base de la science climatique, on fait des simulations numériques avec des paramètres, donc grosso modo vous revenez au début, vous faites tourner les simulations numériques, vous regardez si les simulations numériques reproduisent bien les mesures que vous aviez, ça permet de valider les simulations numériques, et vous regardez comment elles évoluent à terme. Et donc là, on a une simulation numérique qui existe depuis très très longtemps et qui s'affine avec le temps, sur lesquels on n'a plus aucun doute. Il y a 8 modèles différents qui tournent sur le sujet, pour information, impliquant des supercalculateurs, des machins, tout ce que vous voulez. Si vous mettez une simulation numérique à partir de 1850 et que vous éteignez le bouton émission de CO2 par l'espèce humaine, vous trouvez ce qu'on a en vert. D'accord? Si au contraire, vous mettez le bouton on met le CO2 émis par l'espèce humaine, vous avez le bouton orange. D'accord? La courbe observée, elle est là. Donc aujourd'hui, deuxième chose, contrairement à ce que des gens comme Dupont-Aignan par exemple racontent, qui est aussi con ses pieds, il n'y a aucun doute sur le fait que l'espèce humaine est intégralement responsable de l'élévation de température. Il n'y a pas de facteur externe, il n'y a pas de volcanisme, il n'y a pas d'activité solaire, il n'y a pas de martien, d'accord? L'espèce humaine, en tant que telle, est responsable de ça. D'accord? Point barre. Aucun doute. Il n'y a plus aucune forme de doute. On pouvait être climato-sceptique en 2010, on ne peut plus être climato-sceptique en 2020. C'est pas possible. D'accord? Il n'y a aucun doute sur le sujet. Si on regarde un peu les choses et qu'on remonte un peu dans le temps, vous vous rendez compte qu'on peut refaire des températures jusqu'à moins 20 000, d'accord? Donc effectivement, c'est quelque chose d'extrêmement connu. En moins 20 000, on était à une température beaucoup plus basse que celle que maintenant. En fait, l'Europe était recouverte d'un manteau d'environ 4 km de glace, à peu de choses près. On pouvait aller au Japon à pied, voilà, l'Angleterre, le nord de l'Europe n'existait pas en tant que masse continentale, en tout cas accessible. Les masses continentales existaient, elles étaient juste sous la glace, d'accord? Voilà. Et donc, on a eu en à peu près 12 000 ans, un peu plus, voilà, une augmentation relativement spectaculaire de la température, mais en 12 000 ans, de l'ordre de 3 degrés. D'accord? Et ça, si vous connaissez vos cours d'histoire, je sais pas, moi j'en ai marre de cette souris qui me merde, voilà, et qui disparaît. Ah, mais je comprends pourquoi. Voilà, c'est le jeu. Et ça, là, c'est le début de l'agriculture. Le fait que l'espèce humaine aujourd'hui soit telle qu'elle est maintenant, c'est le fait qu'à un moment donné, on a inventé un truc qui s'appelle l'agriculture. Et le climat a eu le bon goût d'être sympathiquement stable et sympa pendant l'intégralité de l'histoire de l'humanité. L'histoire au sens littéral du terme, c'est-à-dire depuis l'invention de l'écriture. D'accord ? Et là, on est en train de faire littéralement la même chose, sauf qu'on va le faire en un siècle. Et qu'une élévation de 4 degrés en 12 000 ans, c'est pas exactement la même chose qu'une élévation de 4 degrés en un siècle. Donc, pareil, tout argument consistant à dire oui, il y a déjà eu des variations de température sur Terre, oui, certes, c'est pas pour ça que c'est joyeux par ailleurs, hein. Et de surcroît, on n'en a jamais connu avec une rapidité aussi forte. D'accord? Donc, troisième débunkage au passage. D'accord? Voilà, comme ça au moins c'est fait. Voilà, ah, mais c'est pour ça que ça marche. Voilà. Si je fais. Voilà. Donc, à partir de ce moment-là, comme la physique est relativement simple, on se pose la question de savoir qui sont les coupables dans cette histoire. Donc, on les connaît très très bien. En fait, il y en a, contrairement à ce que ce graphique indique, il y en a 4.
les gaz à effet de serre. Le premier qu'on ne représente jamais parce qu'on n'a aucun contrôle sur le sujet, c'est la vapeur d'eau. La planète Terre est recouverte de 70% de flotte, elle s'évapore, elle pleut, pas y faire grand-chose, d'accord? Voilà, c'est pas parce que vous débouchez une bouteille d'évian que vous changez grand-chose à la concentration en eau dans cette histoire. Ça sera une conséquence qui va arriver, ça fait partie des effets de rétroaction positifs très désagréables du réchauffement climatique. Mais pour l'instant, on va s'intéresser à ça. Comme vous pouvez le constater, ce sont des concentrations extrêmement faibles. Le CO2 est mesuré en partie par million. Le N2O, le protoxyde d'azote, est mesuré en partie par milliard. D'accord? Donc on a vraiment des concentrations dans l'atmosphère qui sont très très faibles. Si vous regardez, et ça c'est pareil, extrêmement facile à faire par carotte glaciaire ou par prélèvements végétaux, si vous regardez grosso modo l'évolution des concentrations de ces gaz sur ces 2000 dernières années, vous constatez que ces concentrations sont remarquablement stables jusqu'à environ la fin du XVIIIe siècle, et qu'à partir du moment où vous commencez la révolution industrielle, puisque vous commencez à brûler du charbon massivement, vous avez une augmentation considérable de ces concentrations. Vous voyez que grosso modo, avec une échelle normale, là, voilà, ça fait des ponts énormes. Là, c'est sur 650 000 ans. Donc, grosso modo, ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, c'est d'introduire dans l'atmosphère des quantités de CO2, de protoxyde d'azote et de méthane, qui sont les trois principaux coupables, dans des proportions qui sont restées, qui dérangent considérablement la stabilité qu'on a observée sur les 650 000 dernières années. Autrement dit, l'histoire de notre espèce, pour le coup, même pas de notre civilisation. Ok? À peu de choses près. Donc, bien sûr, il y a eu des hauts et des bas, hein, c'est pas du tout la question, mais grosso modo, l'augmentation de la concentration en CO2, qui est la rouge en l'occurrence, n'a rien à voir avec ce qui s'est passé, ou avec les augmentations et les diminutions relatives de ce qui s'est passé pendant 600 000 ans à peu près. On est d'accord là-dessus? Donc, on commence à avoir une vague idée qu'il y a peut-être une corrélation entre les deux, d'accord? Et on a des causes relativement connues, a priori, hein, donc vous avez un certain nombre de choses. Donc en particulier, vous avez des... Alors, donc c'est des graphiques un peu difficiles à lire, donc je vais vous expliquer comment ça marche. En gros, ça, c'est les augmentations de température attendues en fonction de divers effets. Quand c'est rouge, c'est que ça augmente la température. Quand c'est bleu, c'est que ça a tendance à faire diminuer la température. Vous constatez qu'il y a des choses qui ont diminué la température, en particulier le dioxyde de soufre, d'accord? Donc fun fact, la pollution urbaine est bonne pour l'environnement. Oui, parce que c'est la pollution urbaine qui met du dioxyde de soufre majoritairement dans l'atmosphère, et ça fait baisser la température. C'est magique, il est là, le dioxyde de soufre. Néanmoins, on a un certain nombre de choses dans ces histoires-là, et en particulier, on voit que le méthane et le dioxyde de carbone et le protoxyde d'azote dans une moindre mesure sont en fait les principaux responsables de l'augmentation thermique quand on fait des simulations numériques. D'accord? Voilà, je t'écoute. J'ai pas compris la différence entre la barre rouge et le trait. Ah, le trait, c'est les incertitudes. En gros, à chaque fois, vous avez la moyenne et les incertitudes autour en fonction de la difficulté à évaluer ça. D'accord? Donc c'est des données qui sont ce qu'elles sont, hein, voilà. Mais grosso modo, vous avez des incertitudes comme ça. Si vous comparez avec, si vous faites une somme de toute cette histoire-là, vous constatez que les contributions à l'augmentation thermique sont plus fortes que les contributions à la diminution thermique, et que donc, grosso modo, on a une température qui a tendance à augmenter entre 1850 et maintenant. Voilà. Alors, donc ça c'est des simulations numériques, d'accord? On prévoit qu'il va se passer ça, et en gris, c'est ce qui se passe. Donc tout ceci pour vous raconter que grosso modo, on est capable de faire des simulations numériques extrêmement propres, et qu'on fait des prédictions, et que ces prédictions collent avec la réalité actuelle, d'accord? Encore une fois, il n'y a aucun doute, c'est pas 10 guignols dans leur coin qui font des trucs, on parle de dizaines de milliers, voire de centaines de milliers de personnes qui travaillent sur le sujet, avec des supercalculateurs, des gens qui savent exactement de quoi ils parlent, et grosso modo, c'est toujours le même problème. Il y a un moment donné, moi je veux bien que Jojo du PMU ait raison parce qu'il n'a pas envie d'avoir tort, mais à un moment donné, ça s'arrête là quand même, d'accord? Voilà. Donc Jojo du PMU, on s'en fout, encore dans cette histoire, et on va commencer à écouter les gens qui bossent sur le sujet, ok? Donc, ce graphique-là est probablement le graphique le plus important que vous avez à comprendre pour la suite. Ce graphique-là est un peu vieux, comme vous pouvez le constater, c'est le rapport du GIEC de 2001, d'accord? Mais la physique du problème n'a pas vraiment changé. Je vous explique un peu ce que raconte ce graphique. Ceci est une simulation numérique de l'évolution d'un certain nombre de paramètres, en particulier du CO2, parce que c'est celui-là dont on parle beaucoup, dans l'atmosphère. Et vous allez comprendre pourquoi c'est de celui-là qu'on parle beaucoup. Donc l'idée est très simple, vous avez un axe qui est en échelle logarithmique, vous pouvez le constater, voilà. Et vous décidez que, grosso modo, à un moment donné, vous organisez
une réduction des émissions de CO2. D'accord? Chose qu'on est censé faire, qu'on ne fait pas, hein, juste pour information. Quand même. Donc, grosso modo, vous retrouvez à peu près ici, désolé pour la petite main, il y avait une capture d'écran, ça traînait dans la capture d'écran. Voilà, donc le curseur est ici, d'accord? Donc, vous avez une émission ici et vous décidez que, grosso modo, vous allez vous arrêter d'émettre du CO2 sur une période, grosso modo, d'à peu près un siècle. D'accord? En un siècle, vous organisez la décrue des émissions de CO2. Ça, donc la courbe violette, enfin cette courbe-là, la courbe noire, je ne sais pas trop de quelle couleur elle est, elle est marron chez moi, d'accord, voilà. Courbe marron, et donc l'activité humaine. Ce que vous avez en violet, c'est la réponse de l'atmosphère. Ça là. Ça, c'est le problème. Si vous arrêtez d'émettre du CO2, alors la concentration en CO2 dans l'atmosphère ne change pas. Le CO2 est une molécule remarquablement stable, avec une énergie de liaison très élevée. C'est une molécule impossible à casser, et donc une fois que vous l'avez mise dans l'atmosphère, vous ne pouvez pas la retirer. Oui. Tout à l'heure, vous parliez de l'industrie urbaine. Oui, c'est le SO2, mais c'est pas retirer du CO2, ça. C'est rajouter un autre truc qui a un effet contraire, et qui a une durée de vie dans l'atmosphère de 20 ans, versus le CO2 qui a une durée de vie dans l'atmosphère de 200 000 ans. Ça signifie qu'on va devoir en injecter en continu, et le jour où on s'arrête, c'est la fin. C'est ça le problème de l'ingénierie climatique. Oui, je t'écoute. Très faible. C'est extrêmement dur. Tout simplement parce que c'est très énergivore de capter du CO2. Oui, mais là, tu vois, tu es sur une échelle de 1000 ans. Le graphique que j'ai montré avant, c'était des échelles qui se chiffraient en centaines de milliers d'années, et avec des variations extrêmement faibles par ailleurs. Et c'est ça l'énorme problème. C'est que c'est facile de mettre du CO2 dans l'atmosphère, c'est extrêmement difficile de le retirer. Ça, c'est la première conclusion à tirer. Tout ce qu'on a fait jusqu'à présent est irrémédiablement perdu. Il n'existe aucun moyen à l'échelle humaine de revenir en arrière. Tout ce qu'on a fait jusqu'à aujourd'hui, maintenant, c'est fini. On ne récupère pas. Et c'est pour ça qu'on va parler du CO2, parce que le NH4 et le protoxyde d'azote ont tendance, eux, à se dégrader assez rapidement. Autrement dit, le NH4, si on arrête d'en émettre demain, dans 50 ans, le problème il est réglé. D'accord? C'est pareil pour le protoxyde d'azote, c'est pas du tout pareil pour le CO2. Et donc, grosso modo, la température moyenne va continuer à augmenter. D'accord? Très légèrement, bien sûr, quand le CO2 se stabilise, la température, il y a l'inertie des océans, va continuer à monter un peu. D'accord? Donc, vous voyez que, grosso modo, ce contre quoi on est en train de se battre, ou ce pourquoi on va vouloir se battre, c'est pas pour rebaisser la température, mais pour arrêter qu'elle augmente aussi vite. D'accord? Ça, c'est le premier message dépressif de la journée. Ok? Voilà. Les océans, on s'en fout un peu, c'est pas grave, de toute façon, on n'aime pas Amsterdam, c'est moche, donc voilà. Donc on est parti, voilà. Donc oui, il y a des villes qui vont disparaître. Donc, ouais, si vous voulez aller à Jakarta, faut aller vite. Hein. Dans 20 ans, il n'y en aura plus. Quand même. Voilà, d'accord. Voilà. Mais Tokyo aussi, par ailleurs. Enfin, ça va être marrant. Déménager Tokyo, ça va être marrant, d'ailleurs. Ça va être fun. Voilà, ça va être très très marrant. Oui. Tokyo, c'est à 2 mètres au-dessus du niveau des eaux moyens. Donc Tokyo, dans 100 ans, c'est la fin, quoi. C'est game over. Alors, c'est pas aucun moyen, c'est maintenant, ça fait partie des multiples trucs qu'on met des chiffres. Tokyo, Yokohama, c'est 36 millions d'habitants. Enfin, ça se déménage pas en 2 coups de cuillère à peau quand même. Enfin, je veux dire, voilà quoi. C'est pas 3 clampins, c'est pas les mecs des îles Fidji à reloger en Nouvelle-Zélande quoi. D'accord? Voilà, c'est pas. D'accord? C'est un peu plus nombreux quand même. On va parler de l'habitabilité, vous allez vous marrer, ça va être marrant. L'habitabilité. Donc, petite remarque et un scénario sur lequel je vais aller assez vite. En gros, c'est juste pour que vous compreniez la nomenclature, ça va se dérouler à peu près tout seul. En gros, depuis le dernier rapport du GIEC, on fait des scénarios sociaux politiques, d'accord? Donc socio-économiques plus exactement, voilà, SS, Social Pass, c'est Social Pass, d'accord? Qui sont grosso modo la façon dont les divers États vont réussir à se mettre d'accord. Donc le plus vertueux, c'est le SSP1, développement durable, tous les pays collaborent ensemble, ils ne se font pas la guerre, ils font un truc intelligent entre eux, etc., etc. Voilà, et là, grosso modo, on peut y arriver, on arrête de miner du charbon comme des guignols, et puis voilà. Le SSP2, c'est la théorie française actuelle, business as usual, d'accord? Donc nous, on fait comme on fait d'habitude, et puis on va demander aux ingénieurs de sortir les doigts du cul un peu, voilà. Super. Donc c'est pour ça que je vous parle aussi, parce qu'on va vous demander des trucs impossibles quand même à un moment donné. SSP3, rivalité régionale, non, je ne vois pas de quoi on parle, d'accord? En grosso modo, chacun se replie dans son petit coin en pensant que le responsable, c'est pas le CO2, c'est pas le pétrole, c'est pas le charbon, mais c'est les étrangers, parce que probablement, comme ils sont responsables de tout, pourquoi pas de ça, après tout, voilà. On est parti.
Voilà, ça va être pas mal. Non, mais non, j'ai pas, non, mais là, j'ai pas arrêté. Là, pour le coup, j'en ai marre un peu. Là. Non, mais j'en ai un peu marre à la claque que quand même, grosso modo, on fasse n'importe quoi. Donc voilà, et ensuite, il y a tout le reste, développement, etc., etc. Globalement, ces 5 scénarios sont des scénarios qui mènent à des élévations de température, à des émissions de CO2 différentes. Je vous présente juste la nomenclature, d'accord, dans ce point de vue-là. On peut penser que tout est illusoire. Grosso modo, on s'inscrit d'abord, en ce moment, on est largement dans celui-là. Les prochaines élections en France vont probablement le confirmer, parce que, bien sûr, il y a 40% de débiles dans ce pays, forcément, on va finir par le voir. Et globalement, on va avoir ensuite celui-là, puisque la conséquence immédiate de celle-là, c'est souvent la suivante. D'accord. Voilà. Bien. Si on regarde ces divers scénarios en fonction de l'évolution du CO2, on se rend compte qu'il y en a qui sont plus préférables que d'autres. En particulier, le SSP1 et le 2 sont les seuls qui diminuent les émissions de gaz à effet de serre. Le SSP3 et le SSP5 sont, eux, des systèmes politiques et économiques qui vont augmenter massivement les émissions de gaz à effet de serre. Oui. Le SSP4, il est entre les deux, il est par là. Voilà, j'ai pas mis toutes les courbes, mais voilà, il est là, dans le coin. Alors, donc en gros, les trucs ici, là, c'est pas des unités de température, c'est ce qu'on appelle le forçage relatif, c'est-à-dire grosso modo l'augmentation en watts par mètre carré qui va résulter de ça. D'accord. Donc souvent, c'est un peu corrélé à la température, mais c'est pas une indication de température pour information. D'accord. Voilà. Donc, mon objectif à partir d'aujourd'hui, c'est de vous convaincre que ça c'est foutu, qu'on veut ça, et pas ça. Voilà. Donc, je vous annonce la couleur, hein, je ne vais pas vous le faire par 4 chemins. Voilà. On va essayer de comprendre pourquoi. On a des corrélations relativement similaires avec le méthane, le protoxyde d'azote, le dioxyde de soufre, qui malheureusement a tendance à descendre, parce que ça ne suit pas le bordel, donc ça aggrave un peu le problème. D'accord. Ça, c'est juste annexe. Si on regarde les conséquences thermiques des divers scénarios, c'est pour ça que je vous ai parlé des scénarios pour qu'on comprenne un peu de quoi on cause. Si vous prenez un SSP1 avec... Il y a deux versions dans le SSP1, le SSP1 vraiment ultra vertueux et le SSP1 où bon, on fait un peu ce qu'on peut. Vous constatez qu'à l'horizon 2100, les évolutions thermiques sont limitées pour le SSP1 le plus vertueux à 1,5, pour le SSP1 le moins vertueux à un tout petit peu en dessous de 2. Le SSP1 2.6, c'est celui qui a servi de référence pour les accords de Paris. Limiter les augmentations de température en dessous de 2 degrés, qui est un truc que vous avez probablement déjà entendu, c'est en fait suivre le SSP1 2.6. D'accord. Ces deux scénarios, j'en parle parce qu'ils existent, c'est foutu. D'accord. On a passé les 2 degrés l'année dernière. D'accord. Enfin, on est sûr de passer les 2 degrés en 2030 depuis l'année dernière, plus exactement, c'est dans l'autre sens. Voilà. Et le 1.5 s'est claqué depuis 2020. Un peu de choses près. Le SSP2 en 4.5 vous donne une évaluation de température globale à peu près un peu en dessous de 3 degrés. D'accord. Et les scénarios suivants vous montrent entre 3 et 4 degrés pour le SSP3 et le SSP5 4,5 degrés. Le SSP5 est un scénario auquel personne ne croit, l'humanité se sera probablement auto-entretuée avant pour plein d'autres raisons, d'accord. Mais voilà. Oui. En ce moment, tout de suite maintenant, on est dans lequel? En ce moment, on prend largement le chemin de celui-là. Okay. Pardon, on prend largement le chemin de celui-là, du SSP3. Voilà, sans aucune forme de problème. D'accord. Non, mais quand en France on dit on va s'adapter à 4 degrés, c'est ça dont on parle. Hein. Ouais, d'accord, enfin je veux dire, c'est pas moi qui l'invente ça. Je veux dire, quand la France dit on se prépare à un monde à plus 4 degrés en 2100, c'est-à-dire que la France pense que les scénarios qu'on emprunte, c'est entre le SSP3 et le SSP5. D'accord. Voilà, ça dont on parle. Donc on va voir, ça se trouve c'est pas grave. D'accord. Voilà. Petit résumé, d'accord. Donc vous avez en fait des estimations, machin. Alors, ça c'est un énorme problème, et c'est le problème politique actuel, c'est que, quoi que vous fassiez, aujourd'hui, en 2040, quel que soit le scénario, nous aurons exactement la même élévation de température. Autrement dit, tous les scénarios, quel que soit celui que vous choisissez aujourd'hui, n'aura pas de conséquences dans les 15 prochaines années. Aucune. Tout simplement parce que les conséquences dans les 15 prochaines années sont les conséquences de ce qu'on a déjà fait. D'accord ? Donc ça c'est un énorme problème quand vous avez des gens qui sont élus pour 5 ans, battent un peu les steaks. Voilà. Si vous arrivez à 2060, c'est-à-dire un endroit où moi je serai mort, d'accord, on commence à voir les différences, mais en fait on les voit que sur les scénarios les plus extrêmes. En fait, vous regardez que grosso modo, même le SSP3 reste dans des marges qui sont similaires à celles-là. Ça c'est un problème d'inertie, globalement, en fait. On a un énorme problème sur le sujet, c'est que les conséquences réelles de la différenciation entre les scénarios se verront effectivement en 2100. C'est-à-dire un endroit où vous, par contre, commencerez à être aussi fort vieux. D'accord ? Voilà.
Et là, effectivement, on aura des différences. Et ça, c'est un énorme problème, et c'est le défi auquel l'humanité est confrontée aujourd'hui, c'est de comprendre qu'on doit prendre des décisions aujourd'hui qui ne sont probablement pas visibles. Ils sont déjà catastrophiques de notre vivant de toute façon, quelle que soit la décision qu'on prenne, mais ce qu'on va éviter, c'est qu'elles soient catastrophiques pour la génération, pour la fin de votre génération plus exactement, et pour la génération d'après. D'accord? C'est ça dont on parle. Et ça, c'est extrêmement compliqué à prendre comme décision, d'où le fait qu'on doit inventer une façon de prendre des décisions beaucoup plus collective que celle qui est maintenant. D'où le fait que ce n'est pas un problème uniquement scientifique, c'est un problème d'organisation sociale générale, et que ce n'est pas en mettant 3 bouts de pansement sur une affiche de Total qu'on va grosso modo réussir à résoudre le problème. D'accord? Donc, j'ai mis des petites croix, celui-là, il est foutu, on veut ces deux-là, et on ne veut pas les autres. D'accord? Voilà, donc on veut un SSP, mais le SSP aussi, il est foutu maintenant, je devrais réactualiser mon PowerPoint, voilà, c'est foutu de toute façon. Voilà. Petite remarque, c'est l'aspect cumulatif, et là on va commencer à mettre des nombres dans cette conversation, et c'est là où la conversation devient à la fois pour adultes et à la fois très désagréable. Donc, ceci est un petit diagramme un peu difficile à lire. Vous prenez grosso modo l'augmentation des températures, vous tirez la droite comme il faut, hein. Vous la corrélez avec les émissions de CO2 émises, qui sont en milliards de tonnes de CO2 ici, d'accord, en gigatonnes de CO2. Donc pour l'instant, on a émis à peu près un peu moins de 2000, enfin pour l'instant, là ça c'est en 2020 si je ne me trompe pas. Donc on a émis à peu près un peu moins de 2500 tonnes, milliards de tonnes pardon, de CO2 dans l'atmosphère qu'on a rajouté. La température est comme ça, donc c'est une belle corrélation affine, hein, enfin même linéaire, d'accord, entre le surplus de CO2 et l'augmentation de température, ça marche bien. Vous tirez les évaluations d'augmentation de température selon les divers scénarios, et vous dites, bah tiens, si on veut s'arrêter là en température, bah voilà ce qu'il faut émettre. Et point barre. C'est pas voilà ce qu'il faut émettre cette année, c'est voilà ce qu'il faut que pour l'intégralité du restant de l'histoire de l'humanité, on ait émis. Point barre. Et après, on n'en rajoute plus une putain de molécule dans l'atmosphère. Bon, en tout cas, ce qu'on rajoute doit être compensé par le mécanisme naturel terrestre, à savoir un truc incroyable. Elon Musk a inventé un truc génial sur l'électricité qui absorbe du CO2 pour faire du dioxygène. Le mec a inventé des arbres alimentés à l'électricité, quand même. Les mecs sont tellement cons, c'est quand même fascinant, quoi. Je veux dire, à un moment donné, quand même, la stupidité de ces gens, c'est quand même fascinant, quoi. Donc voilà. Enfin bon, c'est pas grave, voilà. Donc, on est parti. Oui, je t'écoute. Est-ce que nous, on a déjà émis, c'est la... Nous, ce qu'on a déjà émis, c'est jusque-là. Voilà. C'est jusque-là, plus exactement. Enfin, maintenant, jusque-là, on a quand même... voilà. Donc, c'est un aspect cumulatif, c'est-à-dire, à un moment donné, il y a tant qu'on a le droit de mettre dans l'atmosphère, et pas plus. C'est pas un aspect cumulatif par an, c'est un aspect cumulatif tout court. D'accord? Et donc, maintenant, on va mettre des nombres. Ce qui est en gris, c'est ce qu'on a déjà fait. Si on veut tenir le bleu, c'est ce qui nous reste. C'est ce qu'on a fait pendant toute l'histoire de l'humanité, quand même. Autrement dit, si on veut tenir le scénario bleu, il faut que d'ici la fin de l'humanité, d'accord, on ne dépense plus que ça. Autrement dit, vous êtes le 2 du mois, vous avez dépensé tout ça, et il vous reste ça. D'accord? Pour le bleu, c'est un peu plus, on a un peu plus de marge. Pour l'orange, on a un peu plus de marge. D'accord? Et grosso modo, c'est ça dont on parle. Donc, quand je vous dis que le bleu est pas tenable, vous comprenez pourquoi? Parce que l'inertie du système est telle que de toute façon, même avec toutes les bonnes volontés du monde, on n'y arrivera pas. De toute façon, maintenant, on est déjà là, hein, en fait, en vrai. D'accord? Enfin, on a fini, quoi. Voilà. Et alors, vous êtes le 2 du mois, vous n'avez pas de thunes, mais vous allez au resto parce que voilà, quoi. Okay. Donc, ceci est encore très difficilement tenable, mais probablement intenable vu l'inertie. Et donc, ce qui m'intéresse, c'est qu'on tienne le orange et qu'on n'aille pas flirter avec le rouge. D'accord? Je reprends les petites couleurs dans cette histoire. Oui, Samy. Et imaginons, on consomme toute la barre rouge. Enfin, Toute la barre rouge? non, le rouge, je pense que c'est le dernier. Ouais, ben on va en parler. On va en parler. Alors, petite remarque, on peut faire mieux. Hein. L'intégralité du charbon mondial, c'est ça x2. On peut aller à plus 8 avec l'intégralité du charbon mondial. Ah ouais, non, mais le charbon, c'est la folie. Ouais. Il y en a encore plein. Vous inquiétez pas, on va mettre des nombres et on va en parler. Donc, en gros, ce qui m'intéresse qu'on retienne, c'est... Alors, je lis que la dernière colonne, parce que moi, quand on parle d'un scénario, je préfère qu'il se réalise à 83% de chance plutôt qu'à 17% de chance. Hein. Voilà, ça va. Je sais bien les gambling, mais ça va 5 secondes, d'accord? Vous reconnaissez la gaussienne, quoi, globalement, d'accord? Voilà. Donc, en gros, si je veux avoir 83% de chance de rester en dessous de 2 degrés, ce qui va être mon espèce de pivot aujourd'hui, j'ai le droit, d'accord, à 900 milliards de tonnes restant à émettre en CO2, d'accord? Voilà l'idée. C'est ce qui me reste comme crédit, d'accord? Je t'écoute. Et ça correspond à quelle quantité de... Ça vient, vous inquiétez pas.
Donc ces deux-là sont foutus, comme d'habitude, voilà. Et donc c'est le 900 qui m'intéresse. Donc grosso modo, on va garder cet ordre de grandeur en tête parce qu'il est facile à retenir. Il nous reste, si on veut tenir une planète vivable, 1000 milliards de tonnes à émettre pour le restant de l'histoire de l'humanité. D'accord? En tout, pas par personne, en tout. Voilà, c'est fini. C'est le budget. D'accord? Et après, c'est terminé. D'accord? Sinon, après, c'est foutu. Hein, d'accord? Enfin, quand je dis c'est foutu, ça va être plus compliqué en tout cas. Donc, la véritable question, finalement, ça se trouve, je vous fais peur depuis le début pour pas grand-chose, a priori. Parce que vous me dites, oui, mais hier, regardez, il y a 3 jours, il faisait -4, aujourd'hui, il fait 5, on s'est pris 10 degrés dans la tête, donc vous n'allez pas me faire chier avec 3 degrés dans cette histoire. On est d'accord? Voilà. Donc, on va regarder. Ceci est l'Europe actuelle. C'est bien l'Europe actuelle. On a des champs, on a du blé, on a des betteraves, d'accord? On a des forêts, on a même des mangues dans le sud de l'Espagne. C'est bien, on peut nourrir des gens. On peut nourrir à peu près 150 millions de personnes. Hein. Grosso modo, l'agriculture, c'est un truc relativement local, un peu de choses près. D'accord? Et donc, grosso modo, c'est bien l'Europe actuelle. On est content. Et en fait, il s'avère qu'effectivement, 5 degrés en moins, on connaît. On ne connaît pas 5 degrés en plus, mais on connaît 5 degrés en moins. Il y a 20 000 ans, 5 degrés en moins, pour le coup, ça ressemble à ça. 3 km de glace d'épaisseur. Au moins, on ne voyait pas Melun. Un avantage, quand même, voilà, disons-le franchement. Voilà. Et grosso modo, un océan plus bas de 120 mètres, épouse, d'accord. Et grosso modo, l'Europe, d'il y a 20 000 ans, pouvait nourrir à peu près 100 000 personnes. Ça ne veut pas dire que dans l'autre sens, ce sera pareil, mais on peut imaginer qu'une modification de 5 degrés de la température moyenne mondiale, ça a ce genre de conséquences. D'accord? C'est-à-dire, en fait, une modification tellement drastique des choses. Alors, si ça se passe en 10 000 ans, on a le temps de bouger notre cul. Si ça se passe en un siècle, c'est plus compliqué. D'accord? Voilà. Donc, factuellement, en fait, même si c'est des variations qui, en termes de degrés, n'ont pas l'air incroyablement fortes, ceci a des conséquences climatiques qui sont extrêmement fortes. Je t'écoute. J'ai pas compris comment l'océan était diminué de 120 mètres. Parce qu'à l'époque, c'est pas que l'océan est diminué, c'est qu'en fait, à l'époque, la glace est sur les continents. Donc, quand elle fond, là, c'est monstrueux. Aujourd'hui, on aura une augmentation de l'océan beaucoup plus limitée parce que la majorité des glaces sont sur la banquise et donc sont déjà dans la flotte, à peu de choses près. La fonte des glaciers va poser des problèmes, mais l'augmentation du niveau des mers est essentiellement liée à la dilatation thermique de l'eau, plus qu'à la fonte des glaces, d'accord, dans ces histoires-là. L'Antarctique pose un problème énorme quand même. Il y a quand même des glaciers en Antarctique qui, s'ils fondent, enfin non, quand ils auront fondu, c'est foutu, quand ils auront fondu, seront responsables de 60 cm à 1 mètre d'augmentation des trucs. Là, il y a un truc qui s'appelle l'iceberg, le glacier de la mort, un truc comme ça par les scientifiques. Enfin, c'est un truc... voilà, il est prêt à se casser la gueule dans la flotte et on va le voir sec, quoi, pour le coup. Parce que là, il va passer de la terre à dans l'eau. Voilà, l'eau, direct. Voilà. Et la glace dans l'eau, c'est comme si elle était complètement fondue, en fait. Ça a le même effet. En gros, si vous avez un glaçon qui flotte, s'il fond, le niveau de l'eau ne change pas. Donc, c'est-à-dire que quand un glaçon tombe dans l'eau, il n'y a pas besoin de le faire fondre pour que le niveau de l'eau monte. Oui. L'Antarctique, si on enlève vraiment toute la glace, c'est de la terre. C'est ça, oui, c'est un continent antarctique, oui, il y a un continent en dessous. Contrairement à l'Arctique où il n'y a pas de terre en dessous. Ouais. Et du coup, il ne faut pas toucher au glacier. Pas toucher au glacier. D'ailleurs, faut pas toucher. Non mais là, tu es en train de me dire, j'ai mis un glaçon sur mon plan de travail dans la cuisine et dit attention, tu touches pas, tu le laisses comme ça, tu le fais pas fondre. Hein. Ça va les faire fondre encore plus vite. Ah oui, bien sûr, tout à fait. Oui. Pourquoi du coup ils font des routes dedans? On fait pas trop de routes en Antarctique quand même. Hein, ils ont fait une route avec des glaciers il y a pas longtemps pour. Non, c'est en Arctique et comme ça commence à fondre, on commence à foutre des bateaux dedans parce que c'est un endroit où on n'a pas encore foutu de pétrole, donc quitte à faire des trucs malins, autant y aller jusqu'au bout quoi. Non mais voilà. Donc, si on fait un petit bon calibrage sur le sujet et qu'on essaie de regarder un peu ce qui se passe, on va se retrouver à des choses comme ça. Ça, c'est un autre problème, c'est qu'en fait, l'augmentation de température moyenne sur le globe n'est pas uniformément répartie en fonction de la répartition des masses continentales. Comme vous le savez probablement, la quasi-totalité des masses continentales sont dans l'hémisphère nord. L'hémisphère sud est très rempli de flotte, à peu de choses près. Et donc, grosso modo, en fait, ça a un impact extrêmement fort, c'est qu'à plus de 4 degrés, en fait, c'est majoritairement toute cette zone-là qui va prendre cher. Donc effectivement, le pôle Nord, le Groenland, etc. L'Antarctique est un peu plus épargné, d'accord, dans ces histoires. Donc ça, c'est juste pour montrer qu'il y a une grande disparité dans ces histoires-là. Grosso modo, tout le monde monte, mais que tout le monde n'est pas forcément à l'abri. Donc voilà. Ce qui m'intéresse, c'est surtout la suite avant que vous ne partiez. Voilà. Ça, c'est hyper intéressant. Donc l'idée, la chose suivante, c'est pas forcément qu'il va faire tout le temps plus chaud ou tout le temps plus froid. C'est que vous allez avoir un truc qu'on appelle des extrêmes thermiques. Les extrêmes thermiques, vous en avez probablement entendu parler. Cet été, par exemple, dans le sud de la France, en Espagne, au Canada, qui en prennent quasiment un tous les ans, maintenant, les incendies en Grèce, d'accord.
Et vous pouvez avoir dans l'autre sens les micro-gouttes, comme on a eu en France l'été dernier, les effets sèche-cheveux en France, comme on a eu en juin l'année dernière et cette année, effets sèche-cheveux et Arcec qui désingue toute la végétation d'un seul coup. Je veux dire, on parle de bouffe quand même là, à un moment donné, on ne parle pas de la disponibilité de la PlayStation à Noël, hein, d'accord, voilà. Et donc, le truc est relativement simple, on peut chiffrer en fait finalement un truc qu'on appelle en France des événements décennaux, c'est-à-dire des événements dont l'amplitude n'arrive que tous les 10 ans, d'accord. Des trucs dont moi je me souviens, mais pas vous, si on fait une caricature, quoi, voilà. D'accord. Donc, si vous avez une augmentation de 1 degré, les trucs qui arrivaient tous les 10 ans vont arriver 2,8 fois plus souvent. Si vous avez une augmentation de 2 degrés, c'est-à-dire celle que je suis en train de défendre, hein, quand même, hein, on est d'accord, ça va arriver 5,6 fois plus souvent. Autrement dit, un truc qui arrivait tous les 10 ans va arriver tous les 2 ans. Et à plus 4 degrés, c'est 9,4 fois plus souvent. Autrement dit, ce qui arrivait tous les 10 ans arrivera tous les ans, ce sera la norme, et on ne sait pas ce qui arrivera tous les 10 ans. La nouvelle norme. Vous commencez à piger le truc, d'accord? Si on prend les événements cinquantenaires, d'accord, les trucs qui arrivent tous les 50 ans, les trucs que votre grand-mère vous raconte, pas moi, d'accord? Voilà. D'accord? Genre, eh bien, si on est à plus de 2 degrés, ça arrivera que 14 fois plus souvent. Autrement dit, les trucs qui arrivaient une fois tous les 50 ans, aujourd'hui, ça arrivera grosso modo une fois tous les 4-5 ans. Voilà. Et à plus 4 degrés, ça arrivera 39 fois plus souvent. Autrement dit, tous les ans. Autrement dit, à chaque fois qu'on vous dit cet été c'est la canicule exceptionnelle, non, c'est pas vrai. Cet été marque la norme de tout ce que vous allez bouffer après. Les étés caniculaires, avec les incendies, avec les gens qui meurent, avec les gens qui se réfugient dans les supermarchés parce qu'il y a de la clim, etc., etc., c'est la norme aujourd'hui. On va compter les étés où ça n'arrive pas. D'accord? Et on va découvrir, avec une grande joie, les trucs qu'on ne connaît pas. D'accord? Et ça va être marrant, vous allez voir. Parce que là, on va faire un peu de physique. Vous êtes des êtres humains, comme moi-même d'ailleurs, je ne suis pas un reptilien venu faire de la propagande, voilà, tranquillement. Vous êtes des êtres humains. Donc, vous êtes des mammifères, d'accord? Et vous devez maintenir votre température interne à une température constante de 37 degrés et des patates, ce qui inclut que votre température de surface, à peu de choses près, doit être de l'ordre de 36 degrés. D'accord? Voilà, ça c'est la norme pour quasiment tous les mammifères. Ça c'est une conséquence très simple, vous avez une activité physique, vous respirez, vous cœur bas, vous respirez, enfin vous pensez, enfin voilà, donc de toute façon vous devez évacuer de l'énergie thermique dehors. Le premier mécanisme de refroidissement, il n'est pas très compliqué. Si la température extérieure est inférieure nettement à 36 degrés, bah en fait, ça s'évacue tout simplement par convection. Grosso modo, les molécules d'air qui sont froides au contact vous refroidissent, en amènent de l'énergie, et ça se passe très bien. Quand la température devient trop élevée ou que votre activité interne devient trop importante, vous enclenchez un deuxième mécanisme qui est de transpirer. L'eau va s'évaporer, et en s'évaporant, en fait, va pomper une quantité considérable d'énergie pour vous refroidir beaucoup plus rapidement. D'accord? Voilà. Et vous n'avez pas de troisième mécanisme. C'est foutu, c'est fini. Vous n'avez que ça. D'accord? C'est terminé. Donc, si un de ces deux mécanismes, enfin, si ces deux mécanismes ne marchent plus, votre température augmente et vous mourrez, comme dans la littérature, de fièvre. On meurt, bien sûr, vous, au XXIe siècle, vous prenez du Doliprane, vous ne mourrez pas de fièvre. On ne meurt pas de fièvre en Europe. Ça n'existe pas, ça. D'accord? Parce qu'on prend du Doliprane et on fait ça. Sauf que ça, c'est quand on est malade. Mais si votre température interne monte, vous arrivez, et vous le savez, vous avez probablement toutes et tous déjà été à 38 degrés ou 39 degrés, vous savez que vous n'êtes pas en super forme. Si vous allez à 40, vous n'êtes vraiment pas en forme. Et à 41, 42, il ne faut pas que ça dure trop longtemps, sinon vous décédez. Voilà, passer de l'état vivant à l'état mort. Terminé. Et donc là, ça vous permet de faire des petits calculs. On va regarder dans certains endroits les jours de l'année où la température est à la fois plus grande que 37-38 degrés, et où le taux d'humidité est tel que la transpiration ne marche plus. Parce que si vous êtes dans un climat chaud et humide en même temps, les deux ne marchent pas. D'accord? Bah, vous pouvez transpirer. Ah si, vous allez transpirer, ça c'est pas un problème, mais ça ne s'évapore pas. Donc ça ne sert à rien, c'est-à-dire que l'eau va s'évacuer, puis tu vas goûter, et puis c'est tout. Voilà. C'est comme dans un hammam, tout à fait. D'ailleurs, d'où le fait qu'il ne faut pas rester dans un hammam pendant 5 heures. Hein, voilà, sinon tu finis par pas être bien. Donc, ce graphique vous présente en fonction des divers scénarios, c'est les anciens scénarios, mais c'est à peu près les mêmes, en fonction des anciens scénarios, ce qui va se passer. Et les couleurs traduisent le nombre de jours par an
où les situations ne sont pas tenables pour un être humain. On est d'accord? De 0 à 365. Quand vous dépassez le rouge, ça signifie que la moitié des jours dans l'année, la moitié des jours de l'année, présente une météo où un être humain ne peut pas survivre dehors. D'accord? Maintenant, on va regarder les graphes. Ça, c'est maintenant. Enfin, c'est plutôt au 19e. Grosso modo, la planète est une planète sympa. C'est normal. On a grandi dedans. On s'est adapté pour qu'on soit bien dedans. Ça, c'est ce qui se passe si vous avez le scénario à 2 degrés. D'accord? Voilà. Vous voyez qu'il y a 2-3 endroits qui sont un peu pénibles. L'Inde en particulier et le sud-est asiatique. Le milieu de l'Amazonie. D'accord? Mais globalement, ça va. Alors je dis, il n'y a pas trop de monde. Comme du monde là quand même, globalement. Là aussi. Hein. Alors je vous rappelle quand même au passage que la moitié de l'humanité est concentrée ici. Hein. D'accord? Juste pour information quand même. Hein. Okay. Oui, la moitié de l'humanité est dans un cercle qui englobe l'Inde et la Chine. Voilà. Et le Japon, voilà. Si vous êtes au 4,5, qui est, je vous rappelle, celui que je défends, en fait, en vrai. Vous vous retrouvez dans une situation où toute la partie côtière du Brésil devient inhabitable, parce que là, ça veut dire que pendant 300 jours par an, ça ne marche plus. Hein. D'accord? C'est ça dont on parle, le rouge, là. Okay, où l'Afrique équatoriale commence à devenir inhabitable, d'accord? Là, on parle quand même quasiment de plusieurs centaines de milliers de personnes. Bon, l'Australie, on s'en fout, il n'y a personne. L'Indonésie, quand même, 120 millions de personnes, si je ne me trompe pas, peu de choses près, d'accord? Voilà. L'Inde, bon, l'Inde, il n'y a personne. Personne. Juste 1,2 milliard de personnes, hein, sans problème. Et si vous êtes dans les scénarios... Donc ça, c'est les scénarios un peu catastrophiques. Non, celui-là, c'est pas celui que je défends, celui-là, c'est celui-là. Le 4,5, c'est celui que je veux éviter, d'accord? Et celui vers le... Mais quand même, on va se le bouffer. Et celui vers lequel on va, si jamais on fait vraiment n'importe quoi, c'est ça. Ce scénario-là vous raconte la chose suivante. Si on s'engage sur ce scénario-là, 4 milliards de personnes sur la planète ne peuvent plus vivre à l'endroit où ils vivent actuellement. Et ils vont déménager. Si parmi vous, je ne vous le souhaite pas, il y a des gens qui ont des problèmes avec les étrangers, il va falloir vous habituer quand même. Hein. D'accord? Parce que 4 milliards de personnes qui déménagent, ça se voit. D'accord? C'est pas 3 pelés sur une plage à Calais, d'accord? Okay. Là, ça va se voir. Et vous pouvez déployer toute l'armée que vous voulez. Il y a un moment donné, ils sont juste 4 milliards, les gens. D'accord? Voilà. Donc, soit vous rasez tout ça à coup de bombe nucléaire, ce qui par ailleurs refroidira un peu l'atmosphère, soit globalement... Ah, voilà, bah, c'est, voilà. On dit pas assez les vérités dans cette histoire. Oui, je t'écoute. Moi, c'est pour les États-Unis, quand c'est déjà 100 jours, ça va être invivable. Oui, c'est ça. Mais on sent qu'eux, ils s'en foutent un peu, en fait. Hein. Voilà. Ouais. Je t'écoute, Samy. Ça, quelle année? Ça, c'est à l'horizon 2100. C'est toujours à l'horizon 2100. C'est toujours à l'horizon 2100 quand il n'y a pas de précision. C'est l'espèce de convention générale sur les documents climatiques. Oui. Alors en fait, on fait des. Alors c'est extrêmement simple la façon dont on fait. Vous prenez En fait, ce que vous faites, c'est que vous prenez des modèles météo. Donc vous appuyez sur le bouton play à partir d'aujourd'hui. Enfin, pas à partir d'aujourd'hui, à partir en général de 2000. Vous lancez les modèles. Vous les arrêtez s'ils racontent n'importe quoi sur les 20 dernières années parce que ça prouve qu'ils ne font pas le boulot. Et dès que ça marche bien, vous lancez. Vous faites ça des millions de fois et des millions de fois. En fait, vous prédisez la météo. Mais la météo, c'est bien sûr, à un moment donné, vous allez vous planter. Par contre, si vous faites ça des dizaines de milliers de fois, vous faites la moyenne. Et donc, vous vous rendez compte que bah là, la température moyenne, ce sera ça pendant tant de jours par an. D'accord? Tu fais juste des stats, en fait. Donc, en gros, on lance, il y a 8 modèles, si je ne me trompe pas, on les lance, enfin, chaque laboratoire lance son truc, et vous le lancez non pas une fois, mais vous le lancez 10 000, 50 000, 100 000 fois. Plus les calculateurs sont puissants, plus on peut le faire plus, et plus, en fait, ton approche statistique va être bonne à l'arrivée. Voilà. Sachant que, par ailleurs, ce truc-là, ça date d'il y a une quinzaine d'années, et que tous les modèles confirment ça aujourd'hui. C'est-à-dire que, grosso modo, on n'a pas d'affirmation de ce genre de prédiction. Vous commencez à comprendre pourquoi je vous dis que je préfère ça que ça? Dans ce scénario-là, la fraction de la population qui va être obligée de bouger de ses ailes est relativement faible, pour le coup. Relativement faible. Là, ici, on commence déjà, en particulier toute la Chine côtière et toute l'Inde côtière, on commence à parler de nombres qui chiffrent en milliards de personnes, quand même. La Chine côtière, c'est pas personne. Hein. On est d'accord? L'Afrique équatoriale, c'est pas personne. Le Brésil côtier, c'est pas personne. D'accord? L'Inde côtière, c'est super pas personne. D'accord? Enfin, la Chine, c'était pareil. D'accord? Bon, après, toute l'Indonésie, c'est pas personne non plus, etc., etc. Donc là, on parle déjà, dans un scénario comme ça, de milliards de choses. Vous vous souvenez du premier transparent que je vous ai montré? On va s'adapter à plus 4 degrés. S'adapter à plus 4 degrés, c'est raconter aux gens qu'on peut s'adapter au fait qu'il va y avoir 2 milliards de personnes qui vont bouger d'ici 70 ans. Ça, c'est au mieux une blague. Et à mon avis, au pire, un aveu d'incompétence ultra fort.
et d'un culture forte. Il faut être extrêmement clair dans cette histoire-là. D'accord? Voilà. On continuera sur la bouffe la semaine prochaine, parce que bien entendu, il va falloir nourrir tous ces gens, et ça va finir par se retrouver compliqué. Enfin, la semaine prochaine dans 15 jours. Voilà. Je vous laisse digérer votre dépression. Et voilà.